C'est une escalade majeure à laquelle on assiste entre Israël et l'Iran. Dans la nuit, Israël a lancé une attaque massive contre l'Iran qui a promis une riposte sans limite. L'Iran estime que l'attaque israélienne est une déclaration de guerre et a déjà commencé à riposter. Mais alors, que se passe-t-il? On va évidemment revenir sur la situation de ces dernières heures et sur le bilan humain. On va aussi analyser la question de l'arme nucléaire en Iran qui est au cœur des accusations israéliennes ainsi que la réponse donc de l'Iran aujourd'hui. Bref, l'objectif c'est de vous proposer un point factuel pour comprendre la situation. Salut, c'est Hugo et c'est donc le sujet à la une des actualités du jour, en voix off et sans la caméra cette semaine. Dans la nuit de jeudi à vendredi, Israël a donc lancé une vaste attaque en Iran, marquant un tournant majeur. L'opération, baptisée Lion dressé, visait principalement le programme nucléaire iranien, qui est considéré par Israël comme, je cite, une menace existentielle immédiate. Et au moment où j'enregistre ces actualités vendredi soir, des bombardements importants par l'armée israélienne en Iran se poursuivaient. Alors on va revenir dans un instant sur tout ça, mais avant ça, revenons concrètement sur ce qu'il s'est passé. C'est donc une attaque qui a été menée avec une centaine d'avions de combat. L'armée israélienne a revendiqué la destruction de dizaines de cibles militaires, dont l'usine d'enrichissement d'uranium de Natanz. Mais les frappes, elles ont aussi visé des centres de commandement à Téhéran, qui est donc la capitale de l'Iran, notamment le centre des gardiens de la Révolution, entraînant de puissantes explosions. Pour le contexte, pour ceux qui ne savent pas, les gardiens de la Révolution, c'est donc des soldats d'élite qui sont placés sous les ordres directs du guide suprême iranien et qui sont chargés de défendre la République islamique d'Iran. Alors on sait que le chef d'état-major iranien ainsi que le chef des gardiens de la Révolution figurent parmi les tués. Mais il n'y a pas que, il y a aussi des scientifiques nucléaires de premier plan qui auraient également été tués. Et à noter aussi, on en a parlé notamment sur notre compte Instagram, que des zones résidentielles ont été touchées dans ces bombardements, comme le montrent certaines images qui ont été rapportées par des journalistes sur place. Alors concernant le bilan maintenant, il est très difficile à réaliser pour la simple raison qu'il évolue au fil des minutes et au fil des heures, et on a aussi des informations venant de différents médias et différentes agences sur place. Ce que l'on sait, c'est que au-delà de toutes les personnes qui ont été tuées et qui sont des responsables militaires qu'on a déjà évoqués, et au-delà aussi donc de certains scientifiques, eh bien il y a eu aussi des morts parmi les civils. L'agence de presse iranienne l'IRNA estime que le bilan des attaques israéliennes, notamment dans le nord-ouest de l'Iran, s'élève à au moins 18 morts. Et là aussi, encore une fois, au moment où je m'exprime, eh bien ces bombardements se poursuivent en Iran. Et donc évidemment, on suivra la situation et on fera un nouveau bilan dans les prochaines heures, notamment sur notre compte Instagram ou demain à nouveau dans ce format. De son côté, l'Iran a qualifié l'attaque de déclaration de guerre et le guide suprême iranien, Ali Khamenei, a menacé Israël d'un sort amer et douloureux. À noter que l'Iran, depuis plusieurs décennies, est complètement hostile et opposé à Israël. Depuis le début des années 2000, de nombreuses déclarations de chefs politiques ont appelé à la fin d'Israël. Alors, dès les premières heures suivant cette attaque massive venant de l'armée israélienne, l'Iran a lancé plusieurs centaines de drones vers Israël, selon l'armée israélienne, qui a immédiatement mobilisé ses défenses aériennes pour tenter d'intercepter les engins avant qu'ils n'atteignent Israël. On peut aussi noter qu'en Israël, l'état d'urgence a été déclaré, le pays a fermé son espace aérien et le ministère de la Défense s'attend, je cite, à une attaque de missiles et de drones. Plus tard dans la soirée, Israël déclare avoir détecté des missiles tirés par l'Iran et en direction donc d'Israël. À noter que l'armée israélienne affirme que l'Iran est capable de nuire considérablement à Israël. C'est une information qui est tombée aux alentours de 20h. Par ailleurs, vers 20h30, on a appris que des explosions avaient été entendues à Tel Aviv et à Jérusalem. Alors beaucoup de ces bruits d'explosion semblent être liés à l'interception de ces missiles par le dôme de fer israélien, donc le système de défense aérien d'Israël. Cependant, sur certaines vidéos, ce qui ressemble à un missile semble exploser au niveau du sol à Tel Aviv. L'armée israélienne a d'ailleurs appelé la population à se réfugier dans des abris jusqu'à nouvel ordre. À 21h, plusieurs sources font état d'au moins 7 blessés avec ces bombardements. Maintenant, on dispose de très peu d'informations pour le moment, donc on vous tiendra au courant évidemment dans les prochaines minutes et dans les prochaines heures, principalement sur notre compte Instagram. Côté iranien, c'est une situation assez similaire avec notamment l'espace aérien qui a été fermé ces dernières heures. Et encore une fois, en fin de journée, ce vendredi, les bombardements se poursuivaient en Iran. L'évolution de la situation est donc encore incertaine à cette heure. Alors maintenant, quelle est cette histoire de question d'armes nucléaires? On en a déjà parlé, on a déjà analysé la situation dans ce format des actualités du jour sur YouTube et en podcast. Les Occidentaux et Israël accusent régulièrement l'Iran de chercher à se doter de l'arme atomique. Alors officiellement, l'Iran n'est pas une puissance nucléaire, elle ne possède pas officiellement d'armes nucléaires, mais il faut noter que dans les années 50, l'Iran avait démarré un programme nucléaire avec l'appui, et oui ça paraît étonnant aujourd'hui, mais avec l'appui à l'époque des États-Unis. L'objectif c'était alors de développer le programme nucléaire civil en Iran, et donc pas militaire, on parle bien d'un programme
programme civil dans un objectif notamment de production énergétique. Mais après la révolution islamique de 1979 en Iran, eh bien, les relations entre les États-Unis et l'Iran se sont détériorées et les États-Unis ont cessé complètement leur soutien au programme nucléaire iranien. Alors je vous passe tous les détails, mais plusieurs décennies sont passées et les pays occidentaux, dont les États-Unis et Israël, craignent que désormais l'Iran utilise son programme nucléaire civil pour fabriquer en réalité la bombe atomique et donc l'arme nucléaire. C'est des soupçons qui sont apparus au début des années 2000, sachant que de son côté, le régime iranien dément formellement ces accusations et affirme que c'est toujours à des fins civiles que le nucléaire est développé. Cependant, le contexte restait tendu et donc en 2015, il y a eu un accord entre l'Iran, l'Allemagne et les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, avec donc notamment les États-Unis, la France ou encore le Royaume-Uni. Un accord qui visait à limiter les capacités nucléaires de l'Iran et notamment en restreignant son enrichissement d'uranium et en renforçant des inspections internationales. Et pourquoi est-ce que l'Iran aurait accepté tout ça? Eh bien parce que en échange, les sanctions économiques pesant sur l'Iran, eh bien devaient être progressivement levées. Le truc, c'est qu'en 2018, Trump a retiré les États-Unis de cet accord et rétabli les sanctions. Selon Trump, l'accord n'était pas suffisant pour empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Suite à ça, l'Iran avait repris son enrichissement en uranium. Début février, on peut noter que l'Agence internationale de l'énergie atomique et certains pays occidentaux craignaient que l'Iran, qui dispose déjà de missiles balistiques, soit désormais en mesure de produire plusieurs bombes nucléaires d'ici peu. D'où donc les négociations qu'on a pu suivre sur la chaîne ces derniers mois, avec les États-Unis qui voulaient négocier avec l'Iran et donc Trump qui était désormais favorable à des négociations. L'objectif étant à nouveau de proposer à l'Iran de mettre fin ou de ralentir ce programme nucléaire en échange donc d'un arrêt des sanctions américaines. Et tout s'est accéléré en l'occurrence ces derniers jours puisque ce jeudi, l'agence atomique a adopté une résolution déclarant que l'Iran violait ses obligations de non-prolifération de l'arme nucléaire. C'est une résolution que l'Iran a condamnée, la qualifiant de politiquement motivée. De son côté, Israël déclare avoir mené ses frappes de façon préventive, dénonçant, je cite, une menace imminente pour la sécurité et la stabilité régionale et internationale. Et à noter au passage, puisque c'est une question qui peut revenir souvent, oui, Israël dispose aujourd'hui de l'arme nucléaire. Même s'il ne le confirme pas publiquement, on sait que l'information a été confirmée par de nombreuses ONG et de nombreuses organisations qui travaillent sur le sujet. Mais alors, quelle a été la réponse internationale? Eh bien là, il y a beaucoup de choses à analyser. Et on peut noter déjà que les États-Unis, qui sont pourtant un allié historique d'Israël, mais qui sont actuellement donc en négociation avec l'Iran, ont rapidement indiqué ne pas être impliqués dans cette attaque, même si Trump a confirmé sur Fox News avoir été prévenu. Mais on peut quand même noter que le président des États-Unis avait publiquement appelé Israël à ne pas effectuer ses frappes, estimant qu'un accord avec l'Iran était proche. Alors de son côté, on peut tout de même noter que l'Iran, ennemi juré des États-Unis, a tout de même estimé que les frappes israéliennes n'auraient pas pu être menées sans la coordination et la permission des États-Unis. On verra donc ce que répondent les États-Unis à tout cela. Côté français, on peut noter que le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a déclaré et défendu, je cite, le droit d'Israël à se défendre contre toute attaque. Fin de citation. Alors concernant les déclarations françaises, il y a aussi eu une déclaration d'Emmanuel Macron en fin de journée avec plusieurs éléments extrêmement importants pour mieux comprendre la position de l'exécutif en France aujourd'hui sur le sujet. D'abord, première chose, Emmanuel Macron a annoncé que la France participerait à la défense d'Israël en cas d'attaque de l'Iran et si elle est, je cite, en situation de le faire. C'est donc d'une certaine façon une déclaration qui va dans le sens du ministre des Affaires étrangères français. Il a aussi déclaré cependant que la France, je cite, n'a pas participé à la conduite de ces frappes israéliennes contre l'Iran. Autre déclaration, Emmanuel Macron a aussi estimé que, je cite, « ceci en aucun cas ne doit nous faire oublier Gaza ». Emmanuel Macron a notamment réappuyé son appel à un cessez-le-feu à Gaza et son envie dans un futur proche, comme il l'a déjà déclaré, de reconnaître pleinement un État palestinien dans les prochains jours. Voilà donc pour cette déclaration qui vient de tomber, donc on l'ajoute ici. Mais évidemment, on aura l'occasion de creuser dans les prochains jours beaucoup plus en détail les débats autour de la position de la France sur tous ces sujets-là, avec les différents regards des partis politique. En tout cas, l'ONU a appelé Israël et l'Iran à la retenue maximale. Trump a aussi appelé l'Iran à accepter un accord sur le nucléaire, je cite, avant qu'il ne soit trop tard, estimant qu'il est, je cite, encore temps de mettre fin à ce massacre, les prochaines attaques prévues étant encore plus brutales. Fin de citation. À noter par ailleurs que plusieurs ambassades d'Israël ont annoncé leur fermeture au public, dont celle de Paris. Elles conseillent à leurs citoyens de rester en alerte et de ne pas porter de signes distinctifs. Voilà donc pour ce que l'on sait pour l'instant, sachant qu'encore une fois, concernant le bilan
bilan humain. Je vous ai transmis ici les premiers éléments que l'on avait avec donc ces bombardements par l'armée israélienne. Mais évidemment, dès qu'on a plus d'informations, je vous tiendrai au courant. De la même façon d'ailleurs, s'il y a dans les prochaines heures des personnes touchées côté israélien. Au passage, avant de passer au reste de l'actualité, une information importante concernant la situation à Gaza. Une attaque israélienne a entraîné la coupure du réseau de téléphonie et d'internet sur le territoire. Alors les conséquences en matière de communication et de transmission d'informations peuvent être très nombreuses, y compris d'ailleurs pour les journalistes qui travaillent sur place. Sachant que en parallèle, je ne vous apprends rien, on en parle très régulièrement sur la chaîne. La situation humanitaire est toujours aussi catastrophique. Dernier point enfin, initialement aujourd'hui, on avait prévu de réaliser une vidéo pour faire un point sur la situation critique aussi sur les territoires palestiniens en Cisjordanie. C'est un sujet important, mais on fera donc un nouveau point, soit demain, soit la semaine prochaine, avec un point détaillé sur le sujet. Voilà, dans les prochaines heures, on vous tient au courant directement sur Instagram. Je pense que vous le savez, le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Au moins 4 personnes sont décédées ce vendredi dans un accident de car sur l'autoroute A81 dans la Sarthe. Le véhicule transportait des adultes et des adolescents de nationalité ukrainienne selon la préfecture, mais aucun détail supplémentaire n'a été communiqué. Le car s'est retrouvé dans le fossé à moins de 20 km du circuit des 24 heures du Mans qui doit accueillir la compétition automobile ce samedi. La circulation a été interrompue dans les deux sens pendant plusieurs heures. À 15 heures, le bilan faisait aussi état de 34 blessés légers et 11 grièvement. 87 sapeurs-pompiers du service départemental d'incendie et de secours et 49 engins des sapeurs-pompiers sont intervenus selon la préfecture du département. Deuxième actu, le collégien suspecté d'avoir poignardé et tué une surveillante devant son collège à Nogent en Haute-Marne ce mardi a été mis en examen et placé en détention provisoire ce jeudi. La garde à vue de l'adolescent de 14 ans avait pris fin quelques heures plus tôt. Plus précisément, il était mis en examen pour meurtre sur une personne chargée d'une mission de service public, ce qui constitue une circonstance aggravante. Il a aussi été placé sous le statut de témoin assisté pour des violences aggravées sur un gendarme pendant son interpellation juste après les faits, a annoncé le procureur de Dijon. Selon lui, l'adolescent ne présente aucun signe évoquant un possible trouble mental, mais apparaît en perte de repère quant à la valeur de la vie humaine. Il a déclaré en garde à vue qu'il voulait tuer une surveillante, n'importe laquelle, selon le procureur. Étant donné qu'il est mineur, il encourt une peine de 20 ans de prison au lieu d'une peine de prison à perpétuité. Troisième actu, l'eurodéputée LFI Rima Hassan est de retour en France. Elle a atterri ce jeudi soir à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle après 3 jours de détention en Israël. Si vous n'aviez pas suivi, elle avait été arrêtée par l'armée israélienne ce dimanche pendant l'arraisonnage du Madeleine, le bateau humanitaire de l'organisation Flottille de la Liberté qui se dirigeait vers Gaza. Arraisonner, c'est le fait de stopper un navire ou parfois un avion pour le contrôler, vérifier ses papiers, sa cargaison et s'assurer qu'il respecte la loi. Alors dès son arrivée en France, elle s'est rendue place de la République à Paris où l'attendaient plusieurs centaines de soutiens, une quinzaine de députés insoumis et Jean-Luc Mélenchon. Elle a promis à la foule que le prochain bateau est bientôt prêt pour partir et qu'il y aura autant de bateaux que nécessaire pour briser le blocus humanitaire que mène Israël dans la bande de Gaza depuis plusieurs semaines. Rima Hassan a aussi rappelé que le but du Madeleine, qui visait à apporter de l'aide humanitaire, était surtout symbolique et éminemment politique. L'expulsion des 2 derniers Français, le Marseillais Pascal Morieras et le journaliste de Blas, Yanis Mamdi, a été reportée en raison de l'escalade entre Israël et l'Iran. Quatrième actu, le ministre de la Santé, Yannick Neuder, a annoncé ce jeudi la fin du numerus apertus pour former plus de médecins. Concrètement, le numerus apertus conditionne chaque année le nombre de places ouvertes en 2e année de médecine en France. Il a été mis en place en 2020 pour remplacer le numerus clausus qui datait de 1971 et pour permettre d'ouvrir plus de places de 2e année alors que la France fait face à une pénurie de médecins. Mais malgré la mesure, il manquerait encore 5000 places dans les universités de médecine chaque année, selon le docteur Patrice Queneau. Le numerus apertus prendra fin le 17 juin prochain et selon Yannick Neuder, le nombre de places en 2e année de médecine sera désormais fixé en fonction des besoins du territoire. Les étudiants français partis étudier à l'étranger pour faute de place en France pourront aussi être rapatriés. 5e actu, les premières épreuves du bac ont débuté ce matin pour les élèves de première. Ils passaient l'épreuve écrite de français. En filière générale, les lycéens avaient le choix entre un commentaire de texte provenant de L'Ensorcelé de Jules Barbet d'Aurevilly et une dissertation dont l'objet d'étude est le théâtre du XVIIe au XXIe siècle. En filière technologique, ils pouvaient choisir entre un commentaire sur le poème Élégie pour le temps de vivre de Richard Rognet ou faire une contraction de texte suivie d'un essai sur Rabelais, La Bruyère ou Olympe de Gouges. Plus de 535 000 candidats étaient convoqués ce matin selon le ministère de l'Éducation. Les épreuves des terminales débuteront, elles, lundi avec la philo. Et enfin, dernière actu, la chanteuse Aya Nakamura a fait son entrée au musée Grévin ce jeudi. Sa statue de cire a été présentée dans la soirée en compagnie de la chanteuse, de quelques fans et de célébrités comme le danseur étoile de l'Opéra de Paris Guillaume Diop ou le rappeur Dooms. Sur sa statue, Aya Nakamura porte une robe créée par le designer Jean-Paul Gaultier qui l'avait déjà habillée pour le défilé Vogue World Place Vendôme en juin 2024. À la même période, Aya Nakamura avait aussi d'ailleurs participé à la
la cérémonie des Jeux Olympiques avec la garde nationale. Ces dernières semaines, le musée Grévin avait aussi intégré les statues de DJ Snake et du chanteur Vianney. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités en bref, et voilà donc pour les actualités aujourd'hui. Pour plus d'informations, rendez-vous directement sur notre compte Instagram. Le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.